En ces secondes, les forces armées ukrainiennes ont stupéfié l'ennemi. Lugansk et la Crimée sont en ligne. Une libération spectaculaire des territoires. Voilà pourquoi nos troupes se sont lancées dans la contre-offensive au sud. Gerasimov ne sait plus où poser les yeux. Le moment épique de la rétribution est enfin arrivé. Le ciel ukrainien est verrouillé. La défense anti-aérienne qui pulvérise les drones et missiles russes avant même qu'ils n'arrivent. Fedorov et Zelensky préparent une véritable déroute pour l'ennemi. Le triomphe de l'Ukraine. Le monde applaudit debout. Tokyo a lancé un défi à la Russie. Le Japon entre en guerre. Les Ukrainiens ont obtenu ce que Poutine redoutait le plus. Choc. Un tournant décisif à Minsk. Une explosion invisible a déjà retenti en Biélorussie. Loukachenko n'aura certainement pas le temps de s'échapper. Ce coup a tout détruit. La machine militaire russe a pu être neutralisée. Tout cela dans notre émission Point d'enfer. Urgent. Les forces armées ukrainiennes ont lancé une opération de nettoyage éclair du territoire et les résultats sont stupéfiants. La mer d'Azov est déjà à l'horizon. L'armée russe s'épuise sous la pression de nos combattants. Lugansk, Donetsk et la Crimée, c'est désormais la nouvelle réalité. Le retour de la terre ukrainienne à la maison en direct. Les généraux du Kremlin sont en panique et le front s'embrase sous ces attaques. La contre-offensive des forces armées ukrainiennes dans le sud touche enfin à sa fin. Tout cela dans un instant. Les forces armées ukrainiennes sont inarrêtables. Nos défenseurs sont passés à la contre-offensive. En un instant, le front russe s'est effondré et les occupants se sont mis à fuir, abandonnant de plus en plus de territoires précédemment conquis. Au total, en 2 mois cette année, comme nous le voyons, environ 400 km² de territoire ont été libérés. Ainsi, récemment, l'accent des attaques ukrainiennes s'est déplacé vers les zones arrière proches des Russes sur les territoires occupés. La semaine dernière a été l'une des plus réussies en termes de géographie des frappes infligées à l'ennemi. Les forces armées de la Fédération de Russie et leurs pertes mensuelles présentent une tendance négative. Décembre, janvier, en février, tout cela se confirme. Voici par exemple notre aviation et les lance-roquettes multiples HIMARS qui, dans la direction d'Olexandrivka, frappent les positions ennemies, l'infanterie et le matériel des occupants. Les envahisseurs russes n'ont absolument aucune chance de survivre après une frappe aussi massive. Et voici maintenant la direction de Zaporijjia. Ici, le radar Kasta a été détruit par les systèmes de drones ukrainiens. La géographie des frappes lors de la contre-offensive des forces armées ukrainiennes est impressionnante. Nos défenseurs parviennent à frapper non seulement sur la ligne de front, mais aussi à l'arrière des occupants. Dernièrement, Mariupol et Yalta sont également touchés. Là-bas, les explosions ne cessent pas. Les forces armées ukrainiennes frappent les casernes, les dépôts de munitions, les lieux de déploiement et les moyens de défense anti-aérienne. Nous savons qu'il y a un peu plus d'1 mois, le commandant en chef, le général Syrski, a déclaré qu'on ne pouvait pas résoudre les problèmes de cette guerre uniquement par la défense et qu'au minimum, elle devait être active. Cela signifie que des contre-attaques sont menées sur certains secteurs. La semaine s'annonce brûlante pour les envahisseurs à Tokmak et dans les environs. La ville occupée subit un tel feu pour la première fois. C'est ici, avant le début des frappes, que se concentrait la plus grande réserve arrière de la Russie pour l'offensive, les manœuvres et les attaques sur la ligne de front. Les forces armées ukrainiennes ont désormais concentré des contingents militaires extrêmement massifs et stratégiques, incluant notamment de nombreuses troupes d'assaut aéroportées, qui sont systématiquement considérées comme le fer de lance et l'élite absolue des forces armées ukrainiennes. Cette mobilisation a pour objectif précis d'avancer rapidement depuis le nord vers le sud, afin d'effectuer un mouvement de contournement majeur pour prendre totalement à revers le groupement russe, qui est actuellement en train d'opérer dans le secteur situé à l'ouest de la localité de Huliaïpol. Il n'y a pas de répit pour l'armée de Poutine, même en Crimée. Là-bas, les forces de défense ukrainiennes ont frappé un hangar à Eupatoria, où les troupes russes stockaient et entretenaient des drones polyvalents Forpost et Orion. D'ailleurs, l'excellente efficacité des frappes des forces armées ukrainiennes est due, entre autres, aux partisans ukrainiens qui opèrent secrètement dans les territoires
temporairement occupée de l'Ukraine ainsi qu'en Russie. Les habitants pro-ukrainiens, qui en premier lieu gagnaient de l'espace sur le territoire temporairement occupé de la Crimée, collaient toutes sortes de petits drapeaux ukrainiens, des symboles ukrainiens, accrochaient des rubans jaunes. Par la suite, cette résistance s'est intensifiée. Ils ont commencé à transmettre, ce que confirment également les coordinateurs militaires du mouvement de résistance, des coordonnées militaires, des données militaires. Leurs renseignements sont inestimables et chaque nouvelle diversion devient une gifle personnelle pour le Kremlin et Poutine. À Klin, dans la région de Moscou, un agent d'Atech a détruit un complexe mobile de communication par satellite livien. Et de telles attaques sont régulièrement menées par nos partisans. Les membres du mouvement affirment que ce sont précisément leurs actions et les informations qu'ils ont recueillies qui ont rendu possible les frappes ukrainiennes contre la Crimée. En particulier, selon Atech, c'est eux qui ont guidé la frappe de missiles ukrainiennes contre le navire de débarquement russe et le sous-marin Minsk et Rostov-sur-le-Don, ainsi que l'attaque contre le quartier général de la flotte de la mer Noire de Russie en septembre 2023. Et voici que les partisans ukrainiens de la résistance paralysent déjà la voie ferrée clé à Luhansk, ce qui a porté un coup sérieux à l'approvisionnement du groupement Pokrovske des forces armées russes. Actuellement, les partisans aident activement nos défenseurs lors de la contre-offensive de printemps. Ils se sont unis et mènent des actions actives dans le cadre du mouvement partisan, précisément dans le domaine militaire. Ils réalisent des sabotages sur des sites militaires ainsi qu'à l'intérieur, ils commettent des actes dits terroristes, c'est-à-dire qu'ils éliminent des responsables de l'occupation, aussi bien sur les territoires occupés que sur le territoire de la Crimée temporairement occupé. Ils agissent également activement pour collecter et transmettre des informations militaires. C'est précisément cette information qui permet aux forces armées ukrainiennes de porter des frappes précises contre les groupes ennemis. Ils expliquent qu'ils fournissent des informations sur la défense anti-aérienne, les dépôts, les bases militaires et les déplacements des soldats, parfois en surveillant les sites pendant des semaines. De plus, nos partisans dans le Donbass et en Crimée préparent activement le terrain pour la libération des régions occupées par Poutine. Grâce à leur travail, les occupants ne se sentent jamais en sécurité, ni à Donetsk, ni à Mariupol, ni sur le territoire de la péninsule de Crimée. Et avec l'offensive inévitable des forces armées ukrainiennes sur le front, la peur des Russes ne fait que grandir. Frères et sœurs, le mouvement militaire Atech se prépare à la libération de la Crimée des occupants russes. Nous attendons les forces armées ukrainiennes à Jankoï. Nous avons créé des dizaines de caches d'armes, d'explosifs et de munitions. Dès que les forces armées ukrainiennes franchiront la frontière administrative avec la Crimée, nous prendrons le contrôle des bâtiments administratifs et des sites militaires. C'est une véritable sensation. Le ciel de l'Ukraine devient imprenable. Une nouvelle ère de défense commence. La révolution des drones et des missiles débute en ce moment même. Volodymyr Zelensky l'a annoncé officiellement. L'Europe investit dans le bouclier du ciel. Notre défense anti-aérienne ne laisse aucune chance à la ferraille russe. Un triomphe que le monde n'a jamais vu. Désormais, on demande aux Ukrainiens de protéger le ciel. L'échiquier géopolitique se renverse en un instant. Il faut voir ça. Le président ukrainien Zelensky a déclaré que si les pays du Moyen-Orient faisaient pression sur la Russie, des spécialistes ukrainiens les aideraient à construire un système de défense anti-aérienne efficace. L'Ukraine est également prête à fournir cette aide à ses partenaires sans aucune condition. Le Moyen-Orient entretient des relations économiques étroites avec la Fédération de Russie et exerce une influence s'ils envoient un signal à la Russie pour qu'elle cesse le feu, par exemple pour un certain temps, 1 mois, 2 mois, alors nous pourrons envoyer nos spécialistes et protéger la population civile. Sinon, j'ai donné l'exemple du Royaume-Uni. Nous avons un accord de sécurité centenaire. Si Dieu nous en préserve, de telles frappes touchaient nos partenaires ou s'ils étaient exposés à certains risques, nous enverrions nos propres gens. De plus, l'Ukraine est prête à échanger ses drones intercepteurs, qui sont plus efficaces contre les drones Shahed iraniens et coûtent beaucoup moins cher, contre des missiles capables d'abattre des missiles balistiques. En ce qui concerne l'échange d'armes, nous y voyons un intérêt. Nous avons nos propres capacités et vous savez ce que nous produisons et il y a une pénurie et les pays du Moyen-Orient ont en principe ce déficit. Comment le combler et résoudre nos problèmes? C'est pourquoi nous serons prêts à entrer en contact.
C'est pourquoi les diplomates ont reçu des instructions de ma part. Ils sont en train de communiquer. Vous vous souvenez, il y a encore quelques jours, une information est apparue selon laquelle les États-Unis avaient livré à l'Arabie Saoudite un grand lot de batteries Patriot. Et alors, à Kiev, beaucoup se demandaient pourquoi ils leur fournissaient une telle quantité alors que c'est un pays pacifique, sans aucun problème de sécurité, alors que nous, qui sommes bombardés chaque jour par la Russie et avons un besoin urgent de ces missiles, nous ne recevons ni livraison ni vente. Eh bien, voici la réponse à cette question. L'Arabie Saoudite peut aujourd'hui avoir encore plus besoin de défense anti-aérienne que l'Ukraine, car des frappes sur les champs pétroliers saoudiens pourraient provoquer une crise économique d'une telle ampleur que personne ne s'en remettrait avant des décennies. Le système de défense anti-aérienne ukrainien subit une réforme choquante. Désormais, les entreprises d'infrastructures critiques pourront créer leur propre groupe de défense anti-aérienne et l'État fournira les munitions. C'est ce qu'a déclaré la première ministre Sviridenko. Le personnel suivra une formation et une certification dans des établissements désignés par le ministère de la Défense. Le commandement des forces aériennes des forces armées ukrainiennes pourra temporairement transférer aux entreprises des moyens de défense anti-aérienne et des munitions, sur la base d'une décision individuelle pour chaque entreprise. Il s'agit d'armements qui ne sont actuellement pas utilisés par les unités de combat. En cas d'utilisation des munitions, le réapprovisionnement sera effectué selon une procédure simplifiée, sur la base d'un acte constatant les dépenses réelles. Dans le même temps, les partenaires européens ont promis de trouver et d'acheter pour l'Ukraine les missiles nécessaires pour une somme sans précédent, ainsi que d'investir dans des drones intercepteurs. Aujourd'hui, il y a eu une initiative importante concernant la sélection de missiles à partir des stocks européens pour le PAC 3, car c'est crucial, c'est vital aujourd'hui pour notre pays. Je remercie pour cette initiative. J'espère que nous verrons très bientôt le résultat de cette initiative. Mais aujourd'hui, nous avons entendu des annonces pour près de 38 milliards de dollars. Et une grande partie de ces annonces, qui étaient nouvelles aujourd'hui, sont justement destinées au système de défense anti-aérienne, aux drones, au développement des unités d'assaut de drones, aux frappes en profondeur et aux drones intercepteurs. Côté défense anti-aérienne, on craint que la guerre avec l'Iran n'épuise les stocks, ce qui impacterait aussi l'Ukraine. Et du côté moins positif, à mon avis, si la guerre dure longtemps et qu'il y a une pénurie de défense anti-aérienne chez les partenaires du Moyen-Orient, il y aura alors aussi une pénurie de défense anti-aérienne. Vous voyez qu'ils utilisent un peu la défense anti-aérienne contre les Shaheds. Cela montre que, regardez, il n'y a probablement pas autant de missiles que l'Iran n'a de drones. Donc de toute façon, la consommation est très élevée. Et donc, oui, ce sont des risques pour nous, sans aucun doute, en ce qui concerne la quantité. Nous n'avons reçu aucun signal pour l'instant concernant la réduction des programmes. Mais nous-mêmes, Dieu merci, nous sommes amis avec la logique et nous pouvons comprendre ce qui pourrait arriver, quels risques pourraient exister. Il ne nous reste plus qu'à espérer que la guerre dans le Golfe Persique ne sera pas longue, car cela nuirait non seulement à la possibilité d'acheter des systèmes de défense aérienne, mais aussi au prix de l'énergie avec toutes les conséquences qui en découlent. C'est urgent. C'est une véritable explosion. Le Japon a fait irruption dans la guerre contre la Fédération de Russie d'un seul coup. Une vengeance sanglante pour l'Ukraine. Enfin Tokyo met Poutine à genoux. Le moment X est arrivé. Le Kremlin sera obligé de rendre les îles Kouril. La terre sous le régime russe a commencé à vaciller. La femme dont le nom est prononcé par des milliers de personnes pourrait faire quelque chose de choquant. Kiev et Tokyo avancent désormais côte à côte. Est-il temps pour Moscou d'écrire des lettres d'adieu à ses plans ? Nous en parlerons plus loin. Le Japon est aujourd'hui l'un des partenaires clés de l'Ukraine. Les relations de notre État avec le Japon sont actuellement, en cette période de guerre, plus étroites que jamais. Et le Japon nous soutient de manière fondamentale. Tokyo a accordé plus de 13 milliards de dollars d'aide. L'accent principal a été mis sur l'aide financière et les programmes humanitaires. Le pays du Japon est actuellement le plus proche. En sa qualité de membre influent et partenaire stratégique de la coalition du Club des principales économies occidentales, ainsi que des grandes économies mondiales, en tant que membre actif du groupe des 7 nations les plus industrialisées au sein de la scène internationale. Il pourrait y en avoir encore plus à l'horizon. Le Japon envisage de rejoindre l'initiative du format de Péroul pour un soutien à long terme à l'Ukraine. Nous apprécions beaucoup que le Japon occupe une telle position de leader, non seulement dans la région du Pacifique, mais aussi à l'échelle mondiale. C'est un soutien important à notre résilience, et grâce à cela, à l'ordre international fondé sur des règles. De plus,
Tokyo est prêt à allouer des fonds pour la fourniture d'équipements de défense non létaux. Il s'agit de systèmes de radars, de moyens de surveillance, de gilets pare-balles et d'autres protections pour les militaires. La politique de sécurité du Japon est restée extrêmement prudente pendant des décennies. Mais la situation évolue après la victoire électorale d'une femme première ministre. J'ai toujours eu beaucoup d'amour et de respect pour le Japon, et je dirais que nos relations seront plus solides que jamais. J'ai hâte de travailler avec vous là-bas, et au nom de notre pays, je tiens à vous dire que si vous avez la moindre question, le moindre doute, si vous avez besoin de quoi que ce soit, de n'importe quel service, tout ce que je pourrais faire pour aider le Japon, souvenez-vous que nous sommes prêts. La ligne politique que promeut Takaichi prévoit la levée des restrictions sur le développement de ses propres forces armées, la révision des interdictions d'exportation et de réexportation d'armes, ainsi qu'un rôle plus actif du Japon dans les questions de sécurité collective. Du moins, de nombreuses femmes politiques européennes font preuve d'une bien meilleure compréhension des besoins de leurs concitoyens que les hommes politiques. Il ne faut pas oublier que lorsque Poutine a lancé l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, le Japon a recommencé à défendre avec vigueur son droit sur les îles Kouriles, que l'URSS avait annexées pendant la Seconde Guerre mondiale. En ce qui concerne les îles Kouriles, ils ne tremblent pas pour un pouce de leur terre natale. La Chine reçoit des territoires bien plus vastes que ces îles Kouriles. L'État agresseur considère les Kouriles exclusivement comme un objet politico-militaire. Par exemple, en 2017, la Fédération de Russie y a déployé une division militaire supplémentaire, ce qui a immédiatement provoqué une protestation du Japon. Dès ce printemps, le gouvernement japonais se prépare à proposer à la Russie un plan détaillé d'activités économiques conjointes sur les Kouriles du Sud. Tant que Poutine est au pouvoir, il me semble peu probable que tout accord soit conclu, car le tourisme, bien sûr, c'est une bonne chose, mais comme on dit, les partenaires économiques de la Russie de Poutine sont déjà établis. Ce n'est pas le Japon, c'est la Chine. Sans le soutien de la Chine, la Russie n'aurait pas pu mener la guerre aussi longtemps. Et il est évident que la Chine est un adversaire géopolitique du Japon. Quant à la Chine, elle continue de renforcer ses communications stratégiques et d'approfondir sa coopération avec la Corée du Nord. Au Japon, on comprend que, grâce à la Russie, les soldats nord-coréens acquièrent de l'expérience dans cette guerre. Plus de 10 000 soldats nord-coréens ont été envoyés en Russie. Ensuite, la Russie envoie les troupes nord-coréennes en Ukraine. Ils apprennent de nouvelles méthodes de guerre, les drones, l'intelligence artificielle, le cyberespace et les armes conventionnelles. Il faut réfléchir à pourquoi ils les utilisent et contre qui. C'est pourquoi je dis que l'Ukraine n'est pas un problème lointain. Pour l'Ukraine, l'aide du Japon est importante, tout comme l'élargissement du cercle des pays prêts à participer au renforcement de sa capacité de défense. Si la stratégie de Takaichi est mise en œuvre, une véritable coopération militaire avec le Japon pourrait voir le jour en Ukraine. Avant tout, les technologies. On comprend que, du point de vue des technologies modernes, il est même possible que le Japon vive dans un autre siècle que nous. Et dans ce sens, bien sûr, l'aide technologique du Japon pourrait s'avérer tout simplement irremplaçable. Nous comprenons que la plupart des technologies sont à double usage. Elles peuvent parfaitement être utilisées aussi sur le champ de bataille. Les relations et les liens de l'Ukraine avec le Japon, qui ont été établis auparavant, aideront à l'avenir dans le nouveau contexte historique de la militarisation du Japon et de la construction de nouvelles alliances de sécurité. Les régimes d'urgence craquent de toutes parts. Loukachenko est au bord du gouffre, ses jours sont comptés. Kiev avance sans compromis. L'opposition sort à la lumière, tandis que les dictateurs se perdent en direct. La Biélorussie se prépare à se libérer du contrôle russe. La Moldavie et la Géorgie sont déjà sur la ligne de départ. Le scénario du changement prend de l'ampleur. Le Kremlin est en panique. Poutine est en isolement. Le danger pour l'Ukraine n'existe plus. Kiev devient le centre de puissance et du nouvel ordre dans la région. C'est un moment qui change la donne à jamais. Les premiers détails, tout de suite. Alors que la Russie tente de maintenir le front en Ukraine, la géographie même de la guerre commence à changer. Kiev agit de plus en plus activement là où, jusqu'à récemment, l'influence de Moscou était considérée comme inébranlable, en Biélorussie, en Transnistrie et en Géorgie. La minimisation de l'influence de la Fédération de Russie au-delà de ses frontières est une priorité de sécurité non seulement pour l'Ukraine, mais aussi, en principe, pour l'ensemble du monde civilisé et avant tout pour le continent européen. C'est pourquoi, ici, les objectifs de l'Ukraine, de l'Europe et en général de l'Occident sont absolument similaires, enfin comparables, ils sont identiques. La Biélorussie s'enfonce de plus en plus dans la guerre.
C'est précisément depuis son territoire que la Russie lance des drones sur les villes ukrainiennes. Dans le même temps, selon Volodymyr Zelensky, l'Ukraine a déjà détruit des sites qui assuraient le contrôle de ces drones. Sur le territoire biélorusse, des relais modernes pour les drones Shahed sont apparus. Selon lui, ils servent à guider et à coordonner les frappes contre l'Ukraine. Mais cela ne s'arrête pas là, car les dictateurs des deux pays ont signé une série de documents dans le cadre de ce qu'on appelle l'État de l'Union. Ainsi, la Russie absorbe lentement mais sûrement la Biélorussie. Dans la situation internationale actuelle, sur fond de tensions, notamment aux frontières occidentales, il est vital pour nous de développer des relations d'alliance et de partenariat stratégiques entre la Biélorussie et la Russie. Parallèlement, à l'intérieur même de la Biélorussie, la résistance au régime de Loukachenko persiste. La tenue de nouvelles élections, la réforme constitutionnelle, le soutien à l'Ukraine et l'orientation européenne du développement sont autant d'objectifs de l'opposition biélorusse. En analysant les possibilités, l'opposition biélorusse, tout comme l'opposition russe, la première comme la seconde, elle est factice, oui, elle est artificielle, elle semble exister, mais dans les régimes totalitaires de Loukachenko et de Poutine, elle ne fait qu'imiter une certaine activité, sans aucun doute. Il y a un mois, pour la première fois depuis 2020, une rencontre bilatérale a eu lieu entre Volodymyr Zelensky et la chef de l'opposition biélorusse, Sviatlana Tsikhanouskaya. Qu'est-ce que cela peut signifier ? C'est une bonne chose. Encore une fois, d'après les derniers commentaires de Tsikhanouskaya elle-même après ce contact avec le président de l'Ukraine, un certain contact horizontal s'est établi avec les services spéciaux ukrainiens qui ont commencé à communiquer activement, désormais de manière régulière et non ponctuelle, avec les représentants de l'opposition biélorusse, afin, encore une fois, de comprendre et de saisir les humeurs au sein même de la Biélorussie. Une autre zone potentielle de changement reste la Transnistrie. Affaiblie par la crise économique et énergétique, la région se retrouve pour la première fois depuis de nombreuses années au centre de l'attention accrue de Kiev et de ses alliés européens. Par exemple, la Russie ne peut actuellement pas les aider, ni avec des armes, ni avec des militaires, ni même avec le gaz ou l'électricité. Cela suscite sans aucun doute des sentiments négatifs au sein même de la Transnistrie. Bien sûr, beaucoup commencent à être sérieusement déçus par la politique de Poutine et de la Fédération de Russie. Actuellement, il existe même une opinion largement répandue en Transnistrie selon laquelle Poutine va simplement les abandonner. Parallèlement, l'Union européenne a lancé un ultimatum au Kremlin. La Russie a occupé de nombreux territoires et ses troupes sont déployées dans différentes régions, notamment en Géorgie et en Moldavie. C'est pourquoi, oui, pour parvenir à une paix durable, il doit y avoir une compréhension claire. Ils doivent retirer leurs troupes de tous les territoires occupés où elles se trouvent actuellement. Bien sûr, certains disent que de telles exigences sont irréalistes, mais soyons honnêtes, les exigences de la Russie sont en général irréalistes. Dans les initiatives européennes, on entend de plus en plus souvent l'exigence du retrait des troupes russes, non seulement d'Ukraine, mais aussi de Transnistrie et même de Géorgie. Il s'agit en fait de la formation d'un nouveau système de sécurité. La configuration actuelle est telle que les habitants de la Transnistrie ont aujourd'hui plus que jamais l'occasion d'ouvrir les yeux sur la réalité. Cependant, si en Transnistrie la Russie est pratiquement isolée, en Géorgie elle conserve d'importants leviers d'influence militaire directe en Abkhazie et en Ossétie du Sud, tout en maintenant le reste du pays dans une forte dépendance économique. L'influence de la Fédération de Russie en Géorgie n'est plus aussi univoque qu'auparavant, à l'époque où de nouveaux projets économico-logistiques d'une telle ampleur et d'une telle envergure n'étaient pas mis en œuvre par de grands acteurs. À l'heure actuelle, la Géorgie pourrait tout à fait finir par devenir, ce que l'on appelle une sorte de zone neutre. Et bien sûr, cela ne convient pas aux habitants de la Géorgie eux-mêmes. Je suis ici pour une raison très simple, protéger mon avenir européen et la démocratie dans mon pays. Nous avons participé aux élections et elles ont clairement été falsifiées. Et jusqu'à présent, nous avons tout fait pour montrer que nous voulons un avenir européen. Nous ne voulons pas faire partie de la Russie, nous voulons faire partie de l'Europe et nous appartenons à l'Europe. La guerre ne se déroule pas seulement sur le champ de bataille. Aujourd'hui, l'affrontement entre la Russie et l'Occident se manifeste de plus en plus clairement au-delà des frontières de l'Ukraine. L'Ukraine, où se joue la sécurité future de toute la région. La bombe Oiseaux ukrainiens a frappé en plein cœur de Moscou.
Poutine est stupéfait. Jusqu'au bout, il ne croyait pas que quelqu'un oserait prendre un tel risque. La Chine compte l'argent et rit ouvertement. La Fédération de Russie paie désormais le prix fort. Nos drones et missiles ont déclenché une réaction en chaîne qui fait même vaciller les esprits dans les bureaux du Kremlin. Le processus est irréversible. Ce n'est que le début. Les détails tout de suite, car il faut le voir de ses propres yeux. La seule usine de fibre optique en Russie s'est arrêtée pendant presque un an après une attaque de drones ukrainiens. Au printemps 2025, une série de frappes précises des forces armées ukrainiennes a mis l'entreprise hors service. Et depuis lors, l'usine n'a jamais repris ses activités. Les capacités de production de l'entreprise atteignaient environ 4 millions de kilomètres de fibres optiques par an, à partir desquelles une vingtaine d'usines de câbles russes fabriquaient des câbles à fibre optique. Désormais, elles dépendent entièrement des livraisons de fibres en provenance de Chine. Pendant ce temps, la Chine profite de la situation de la Russie. Depuis le début de l'année 26, les prix pour les acheteurs russes ont grimpé de 2,5 fois à 4 fois. Par exemple, la fibre populaire J652D coûtait 16 yuans par kilomètre au début de l'année 25 et à la fin de l'année, 25 yuans. En janvier 26, c'était déjà 40 yuans. Et pourquoi une telle hausse soudaine des prix ? C'est très simple, c'est parce qu'il y a une énorme demande du côté russe. Rien qu'en 25, la pseudo-empire a acheté près de 60 millions de kilomètres de fibres optiques, ce qui représente, tenez-vous bien, 10,5% de toute la production mondiale. Et pour que vous compreniez auparavant, ce chiffre ne dépassait pas 1%. Cette forte augmentation du prix s'explique par une demande qui a brusquement grimpé. En particulier, la Russie et l'Ukraine ont commencé à utiliser des câbles à fibre optique pour les drones, qui peuvent être lancés à une distance allant jusqu'à 50 km. Cela rend les drones invulnérables aux moyens de guerre électroniques. Les fournisseurs chinois sont passés à un paiement anticipé à 100% et les volumes sont incertains, tandis que les usines de câbles russes ne peuvent plus maintenir les anciens prix. En conséquence, tout va devenir plus cher. La location de fibres noires, la pose de nouvelles lignes principales et les services de communication. Le principal risque aujourd'hui n'est même pas le prix, mais de savoir s'il y aura physiquement assez de fibres en quantité suffisante. Selon les prévisions des experts, la tension sur le marché devrait durer au moins jusqu'en 2027. En somme, une seule frappe de drones ukrainiens et la Russie s'est retrouvée sans sa fibre, paie 3 fois plus cher aux Chinois et risque une pénurie pour les drones et l'Internet. Et ce n'est que le début, car l'Ukraine frappe systématiquement la machine de guerre de Poutine, même en plein cœur de l'arrière. Rien que ces 2 dernières semaines, les forces armées ukrainiennes ont attaqué avec succès plusieurs usines travaillant pour l'industrie militaire russe. À Saransk, des drones ont attaqué l'usine Elektrovypriamliat. À Dorogobouj, des drones ukrainiens ont détruit une usine chimique où l'on produisait du nitrate d'ammonium pour des explosifs. En Oudmourtie, les Flamands Roses ont frappé l'usine de Votkinsk, endommageant la ligne de production d'Iskander-M. Le coup porté à l'usine de Votkinsk s'est avéré extrêmement douloureux. En particulier, c'est après cette attaque que le Kremlin a commencé à évoquer le fait que Poutine voulait des éclaircissements concernant la protection du complexe militaro-industriel russe. Nous avons un grand pays. Il y a beaucoup de sites à protéger. Mais il n'est pas possible que partout où ils arrivent, ils frappent et causent des dégâts. Le seul endroit que nous pouvons encore protéger, c'est Moscou. Mais là non plus, tout n'est pas si simple, déclare une source au Kremlin. On raconte que le président veut savoir clairement quand il sera possible de protéger toutes les entreprises nécessaires à l'arrière russe. Et il faut reconnaître que les questions concernant les frappes précises des forces armées ukrainiennes sont tout à fait justifiées. Lorsque nous rédigeons une mission de vol, même chaque drone, sans parler d'un missile, reçoit une mission de vol, c'est-à-dire qu'on définit comment il doit voler, quel itinéraire il doit suivre, et nous choisissons un itinéraire et un moment de passage où il peut se déplacer dans les zones de plus faible densité des systèmes de défense anti-aérienne russes. Il est même possible qu'il y ait une sorte d'accord avec certains militaires russes, là, dans une cabine de surveillance, pour qu'ils ne remarquent rien, ne soient pas prêts ou soient simplement absents. L'efficacité des frappes ukrainiennes contre le secteur militaire russe ne faiblit pas non plus grâce à l'effet de surprise. Et l'usine, une fois arrêtée, reste à l'arrêt. Et si nous avons la possibilité et les moyens qu'il s'agisse d'une usine militaire ou d'un complexe de raffinage ou de stockage de pétrole, une attaque est lancée
Nous la planifions et chaque fois, ce qui est particulièrement agréable, cela surprend les Russes. Malgré les frappes ukrainiennes répétées sur plusieurs sites industriels russes, difficile désormais d'invoquer l'effet de surprise. Et puis nous avons aussi Kirill Boudanov en a parlé de manière très prudente, alors qu'il occupait encore ses fonctions de chef de la direction principale du renseignement. À ce moment-là.